Fidèles téléspectateurs de la chaîne africaine de télévision, bonjour chez vous et merci de nous recevoir sur vos petits écrans pour votre émission de décryptage et des débats sur l'actualité africaine. Tous les dimanches, comme d'ailleurs, nous nous retrouvons sur votre chaîne préférée, LCA, pour décrypter ensemble l'actualité africaine, pour participer à notre manière à l'avancée de notre continent. Et c'est comme d'habitude avec nos différents chroniqueurs, nous partageons nos avis. Également, au-delà de nos contradictions, nous apportons toujours une plus-value à la construction d'une Afrique qui avance. Aujourd'hui, nous allons parler d'évaluation des ministres au Burkina Faso pour l'année 2024, bien sûr. Également, nous allons aussi aborder ce projet de loi qui est nouveau au Burkina Faso, visant le statut des chefs traditionnels ici au Burkina Faso, une nouvelle, voilà, que nous allons bien sûr décrypter dans un instant. Et puis, voilà, nous allons terminer au Niger où des assises nationales ont débuté, voilà, hier samedi 15 février. Simple formalité institutionnelle, qu'en est-il véritablement? Pourquoi, voilà, après, on va dire plusieurs mois et voire des années, le Niger aujourd'hui décide d'organiser des assises nationales? Nous en parlons dans quelques instants avec nos différents chroniqueurs qui sont... Voilà, professeur Nelson Congo, bonjour et bienvenue à vous. Oui, bonjour, merci aux téléspectateurs de LCA, notamment de l'émission 7 Afrique. Merci et bienvenue à vous. Vous êtes, on va dire, expert en communication responsable. Oui, oui, expert en communication responsable. C'est pour cela d'ailleurs que nous sommes sur le plateau pour voir comment on peut communiquer pour la durabilité et la responsabilité. Merci infiniment. Juste à côté de vous, nous retrouvons un de nos chroniqueurs, on va dire, adoré de ce plateau. Voilà, M. Daouda Savadogo, analyste politique. Merci de nous rejoindre après plusieurs semaines d'absence. Merci beaucoup, M. Pafanam, de l'attention que vous avez pour moi et des compliments que vous m'avez avancés. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci encore de nous suivre aujourd'hui. Bonne émission. Merci infiniment. Juste à ma gauche, M. Yacouba Ouedraogo. Bonjour et bienvenue à vous, analyste politique également. Bonjour et bonjour LCA. Tout le plaisir est pour moi de partager avec vous nos avis et nos analyses. Juste à côté de vous, M. Alain Gouba, on va dire, voilà, sociologue, surtout voilà, spécialiste en changement social. Bienvenue à vous, à cette Afrique. Merci bien, bonjour à tout le monde et je souhaite que nous passions des moments agréables en compagnie de ce panel d'invités. Alors, merci tous autant que vous êtes. Votre apport est considérable dans la dynamique voilà, en cours au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Ghana, partout sur le continent, parce que chacun dans vos différentes, on va dire, occupations, vous apportez quand même voilà, une plus-value à cette dynamique. Nous débutons ce numéro de cette Afrique au Burkina Faso, où depuis le jeudi 13 février, les ministres passent devant le chef de gouvernement pour un exercice essentiel, l'évaluation des objectifs qui leur ont été assignés. Nous suivons ensemble cet élément et nous revenons ensemble pour décrypter. Face au chef du gouvernement, le ministre Aboubakar Nakanabo est resté confiant. Aucune tergiversation. Le ministre de l'économie, des finances et de la prospective est sorti de son évaluation avec un bilan satisfaisant. Les actions prioritaires inscrites dans le contrat d'objectifs de son département pour l'année 2024 ont majoritairement été réalisées. Il y avait la réalisation de l'étude nationale prospective Burkina Post 2025. Nous avons pu réaliser des progrès importants pour la réalisation de cette étude qui sera donc finalisée cette année. Et son Excellence a donné des orientations pour que cette étude nationale prospective puisse prendre en compte les priorités et les enjeux du moment. Nous avons également une action importante en termes de mobilisation des ressources. Et le ministère de l'économie et des finances était attendu sur une mobilisation de un peu plus de 2900 milliards. Nous avons réalisé un peu plus de 2700, soit 93%, avec un taux de progression de plus de 200 milliards par rapport à 2023, ce qui est largement satisfaisant. En ce qui concerne le fonds de soutien patriotique, sur une prévision de 150 milliards de francs CFA, les fonds collectés au cours de l'année 2024 ont connu une amélioration, se chiffrant à plus de 170 milliards de francs CFA, soit 117%.
Donc, globalement, il est ressorti qu'au titre du contrat d'objectif de 2024, nous avons pu faire une réalisation de 88%. Et cela nous a permis, bien sûr, de nous rapprocher de ce qu'on avait prévu et également de voir quelles sont les actions phares qu'il faut pour l'année 2025. Et au titre de ces actions, Son Excellence le Premier ministre a donné des orientations claires sur les questions liées, bien sûr, à l'audit et la sauvegarde des intérêts de l'État, notamment toutes les actions qu'il faut mettre en œuvre pour faire en sorte que les finances publiques soient bien gérées. Avec ses collaborateurs, le ministre des Infrastructures, Adama Luke Sorgho, a présenté devant le ministre le bilan des activités menées en termes de sauvegarde du patrimoine routier, ferroviaire, aéroportuaire et maritime, ainsi que le bilan de la reprise des travaux d'infrastructure dans toutes les zones du pays. Dans ce département ministériel, la situation sécuritaire n'a pas été favorable à l'atteinte entière des objectifs fixés. Toutefois, le ministre Sorgho et son équipe ont mouillé le maillot pour l'entretien du réseau routier national. Pour l'entretien courant, nous avons pu entretenir 6600 environ de kilomètres de route et environ 1200 km de pistes rurales et environ 130 km de routes entretenues, de voiries entretenues. Et au niveau des voiries, la construction des voiries, nous avons pu réaliser environ 13 km de voiries urbaines à Ouagadougou et 30 km de voiries à Fadangourma. Pour l'année 2025, plusieurs chantiers verront le jour, annonce le ministre des Infrastructures, et d'importantes mesures sont déjà entreprises. On va voir dans les jours à venir des engins qui sont en commande, qui vont arriver bientôt. Et on va pouvoir lancer rapidement un vaste chantier de construction de travaux routiers au Burkina. Et ça sera par le ministère des Infrastructures avec bien sûr l'appui de l'initiative présidentielle face au MEGO. Et dans les 13 régions seront dotées de brigades de travaux routiers. Dans son département, ce sont au total 26 actions qui étaient inscrites dans le contrat d'objectif. C'est lui qui a pris les devants du ministère en charge de la fonction publique, il y a de cela quelques mois, a présenté au chef du gouvernement un bilan satisfaisant. Nous retenons une action qui est critique, celle qui est donc la prestation des services de l'assurance maladie universelle, une seule action sur 26. Et donc nous avons une action qui est moyenne, qui est donc l'organisation, la digitalisation des concours professionnels. Nous avons ensuite 4 actions qui sont donc satisfaisantes et nous avons 20 actions qui sont excellentes. Au total, c'est 91,24% d'atteinte des objectifs qui a été réalisé par le ministère de la fonction publique. Dans le département dirigé par Karamoko Jean-Marie Traoré, le contrat s'articulait autour de 3 objectifs essentiels, à savoir la défense nationale, le rayonnement du Burkina Faso à l'international et l'intégration qu'elle soit sous-régionale ou africaine. Et le 3e objectif est en lien avec la diaspora et la gestion des réfugiés. À l'issue de la mise en œuvre du contrat, soit à la date du 31 décembre 2024, le ministère s'en est sorti avec une moyenne de 90,7%. Pour l'année 2025, les ministres dans leur ensemble ont reçu les orientations du Premier ministre, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Alors, chers chroniqueurs, nous venons de suivre, on va dire, une évaluation partielle déjà. Voilà, il faut rappeler que cette évaluation a commencé le jeudi. Voilà, et jusqu'à hier samedi, voilà, l'évaluation pour certains ministres continuait toujours. Alors, la question que moi je vais déjà poser à M. Gouba, alors connaissez-vous l'existence de ces contrats d'objectifs assignés aux membres du gouvernement? Est-ce que vous avez connaissance de ça déjà? En réalité, je n'ai pas connaissance de ces contrats d'objectifs. Nous avons fait des recherches au niveau du des pages internet là, mais on n'a pas pu, je n'ai pas pu du moins voir en quoi consistaient ces contrats d'objectifs. Donc, je crois que c'est un des éléments qui font pécher cette évaluation-là, et le fait que effectivement ce n'est pas rendu public. Voilà. Est-ce que c'est un secret, c'est confidentiel? Bon, ça c'est les voix avisées qui pourront le dire.
Alors, juste, M. Savadogo, voilà, c'est la même question. Hein, ce sont des contrats d'objectifs assignés aux membres du gouvernement qui, normalement, devraient avoir un impact sur les populations. Est-ce que déjà, vous avez connaissance de ces contrats d'objectifs assignés aux membres du gouvernement déjà? Bon, merci beaucoup. En fait, les contrats d'objectifs, je crois qu'ils n'ont pas donné de précisions dessus. Mais ce que j'ai vu, selon les propos des ministres eux-mêmes devant la presse, ce que j'ai suivi, hein, je m'en tiens un peu à ça. Je prends quelques ministères que j'ai suivis, par exemple le département de la justice. Son contrat d'objectifs, il parlait de 5 objectifs spécifiques. Le premier, améliorer l'accès à la justice. Renforcer la gestion de l'administration pénitentiaire. 3, améliorer le traitement des affaires judiciaires. 4, protéger les droits humains. 5, renforcer la promotion du civisme et de la citoyenneté et de la paix. Pour moi, je le juge sur mon vécu quotidien. J'ai vu des milliers et des milliers de dossiers qui liaient des citoyens burkinabés à la justice, qui n'avaient pas été encore enrôlés et évacués. Alors que vous savez qu'un dossier de justice implique la vie de plusieurs citoyens. Si vous avez 2 personnes qui sont en conflit et que la justice devait dénouer leurs problèmes et que ça met 2, 3, 4, 5, 10, 15 ans, pour la paix sociale, c'est très mauvais. Je vois qu'il a évacué au moins 2000 dossiers. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a des dossiers qui sont en train d'être évacués au niveau de Bobo. Et vraiment, ils font du travail formidable. Ensuite, lorsqu'il parle, il y a un endroit où il disait que, au lieu que ce soit une justice punitive, là où le détenu, on le met en prison pour le punir, si sa peine n'est pas très lourde, on l'amène dans le secteur économique pour qu'il soit rentable durant toute chose. Ensuite, maintenant, je passe maintenant au ministère de la Défense. Monsieur Savadogo, faisons une analyse globale. Voilà. Une analyse globale, pour moi, c'est satisfaisant. Voilà, une analyse globale. Déjà, est-ce que vous aviez connaissance de ces contrats d'objectifs déjà à l'entame? Pas du tout. C'est ce que le ministre lui-même a dit au niveau de la presse. Pour les détails, on va y revenir tout à l'heure. Voilà, pour les détails, on va revenir tout à l'heure. Alors, monsieur Oudraogo, alors, ces contrats d'objectifs, normalement, doivent permettre d'améliorer le quotidien des populations, au-delà de la connaissance ou bien de la connaissance de ces contrats d'objectifs-là. La méthodologie, qu'est-ce que vous avez à dire au niveau de la méthodologie de cet exercice-là? Merci. Il faut d'abord dire que la démarche en elle-même, elle est bonne. Et les contrats d'objectifs, je pense bien que sont l'émanation de la feuille de route que le président du FASO donne au Premier ministre. Et ensuite, le Premier ministre assigne à chaque département des objectifs à atteindre annuellement. Et je pense que quand on te confie une mission, on te met les moyens à disposition, c'est tout à fait normal que vous passiez à rendre compte. Maintenant, toute cette démarche, je pense qu'il est normal également quand on implique la population, c'est-à-dire les OSC et d'autres instances doivent être consultés pour qu'ils donnent leurs avis par rapport à l'évolution de ces actions. Sinon, globalement, quand on regarde, tout de suite, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle pour reconnaître que la gouvernance a changé. La gouvernance a changé à ce point où aujourd'hui on sent plus de sérieux dans l'exercice du gouvernement. Même si la situation n'est pas totalement parfaite, parce qu'au niveau de la population, il faut reconnaître que dans le panier de la ménagère, il y a encore beaucoup à faire. Les gens peinent à joindre les deux bouts, tant bien que le gouvernement met toute la batterie pour faire avancer les choses. En tout cas, à ce niveau, c'est vraiment difficile et nous demandons encore plus d'efforts au niveau gouvernemental pour que les citoyens lambda, les Burkinabés à la base, puissent se sentir, en tout cas pour pouvoir joindre les deux bouts et avoir au moins 2 à 3 plats bien dans la journée. Dans la journée. Alors, on va vous revenir tout à l'heure. Alors, M. Congo, parlons spécifiquement de la méthodologie. Est-ce que, on va dire, est-ce que toutes les implications sont, on va dire,
sont là véritablement pour une évaluation conséquente? Bon, et avant de répondre à votre question, permettez-moi d'apprécier le système. Voilà. Et là, je dirais qu'il faut avoir le courage, souvent, pour apprécier le courage des autorités burkinabées qui prennent généralement le taureau par les cornes et qui s'illustrent comme le baromètre du continent africain. Ça, c'est l'environnement le plus proche de notre pays. Rappelez-vous qu'il y a eu un système de notation auquel personne ne pouvait s'attendre, que personne ne pouvait imaginer en 2000, quand le Premier ministre Tertus Zongo a instauré la notation des agents de l'administration publique. Effectivement. Ouais. Il y avait beaucoup de gens qui doutaient de l'avenir et de la mise en œuvre de la chose. Mais aujourd'hui, jusqu'à l'heure actuelle, tout agent de l'État qui n'a pas sa note d'une année bouclée, tu ne peux pas prétendre aux avantages irrélatifs. Voilà. Donc, on commence comme ça, quitte maintenant à ce que les gens fassent des remontées voilà, par rapport aux éléments qui pourraient permettre à la perfection des choses. Donc, le système en lui-même, il est appréciable. Maintenant, la méthodologie dont vous demandez l'appréciation, bon, je crois que les camarades se sont déjà exprimés là-dessus. Vous voyez que on est renseigné sur l'existence de la chose que lorsque le moment vient pour la présentation des résultats. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui pêche et cela génère ce qu'on appelle le manque de crédibilité des citoyens. Alors que quand on fait une chose comme ça, je parle en tant que communicateur, quand on adopte un système comme ça, c'est pour que vraiment les citoyens l'apprécient dans sa juste valeur. Et pourquoi le système manque de crédibilité? Parce qu'on ne sait pas sur quels critères précis repose l'évaluation et quels sont les objectifs chiffrés. Voilà. Quand un ministère quelconque déclare que nous avons eu tant, voilà, il était intéressant que le public soit renseigné sur les objectifs et dès le départ et quelle cotation vaut-elle objectif pour que l'ensemble puisse donner tel taux. Bon, les indicateurs vérifiables aussi, parce que ça compte. C'est cela. Voilà. Il faut que les indicateurs là soient vérifiables pour que l'on puisse savoir concrètement si on dit que ça marche bien au niveau du commerce. C'est un exemple. Hein. Le ministre du Commerce a eu tel taux. M. Ouedraogo l'a si bien dit. Est-ce que le prix du sucre pour lequel les gens s'attendaient, voilà, une amélioration a connu en tout cas une modification, oui ou non. C'est ça, je parle des objectifs vérifiables. Donc, tout se résume à un manque de problèmes de communication, voilà, sur les résultats détaillés. Et ça, c'est une critique que nous faisons à l'endroit des acteurs de la communication qui sont dans les différents départements ministériels. Bon, on dit toujours que c'est secret, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Non, on est dans l'administration publique. Souvent, c'est nous-mêmes qui nous auto-censurons les choses. C'est cela. Voilà. Et il faut bien faire comprendre aux premiers responsables que l'enjeu de la communication sur ce volet-là ne vaut pas tel danger. On dit que c'est secret. Bon, on pouvait facilement appeler le directeur de communication de la primature pour lui demander est-ce qu'on peut avoir les critères. Voilà, vous allez voir que ce n'est pas évident que la réponse vous soit favorable. Alors que non, je crois qu'il y a eu un moment où le Premier ministre Tuzongo avait fait sortir une circulaire pour dire de ne pas
garder l'information administrative. Cette circulaire est toujours là et elle est toujours valable jusqu'à ce qu'il y ait une dérogation. Si vous voulez une proposition d'amélioration, on va y arriver. Okay, on va y arriver. Alors rapidement, M. Savadogo, alors est-ce que jusqu'au samedi, voilà, on va dire les taux variaient entre 85 et 99%. On va dire de taux d'exécution. Est-ce que véritablement, on sent véritablement cela en termes de retombées, en termes d'impact au niveau des populations? Oui, ce que je veux dire, aucun ministre n'est descendu en bas de 80. Comme vous l'avez dit, les contrats d'objectifs. Il aurait fallu effectivement qu'on nous liste les objectifs qu'il fallait atteindre. S'il y a 10 tâches qu'ils devaient exécuter, qu'ils nous disent qu'ils ont exécuté 5. Oui, mais dans les différentes communications, juste après l'évaluation, ce sont les... nous avons pu les écouter en termes de... Nous avons pu les écouter. Donc je suppose que leurs objectifs à atteindre avaient des liens directs avec leurs propos devant les médias par rapport à certaines tâches qu'ils doivent exécuter. Vous voyez, c'est-à-dire que les contrats d'objectifs, on ne sait pas c'est quelle tâche qu'il fallait accomplir pour qu'on te note à 80%. Mais ils nous ont dit seulement, ils ont donné seulement un aperçu de ce qu'ils ont accompli comme mission. Mais maintenant, les missions principales étaient lesquelles? Lesquelles il fallait exécuter pour ce pourcentage. Bon, moi, je ne me perds pas dans les pourcentages. Je m'intéresse beaucoup plus d'abord à la réalité et ensuite ce que les ministres eux-mêmes ont dit. Parce que comme je l'ai dit, le ministre de la Justice, il a donné un certain nombre d'objectifs, 5, qu'il a atteint. Le ministre de la Défense aussi a listé. Le ministre de la Santé, du Commerce. Tous, ils ont donné des tâches qu'ils ont eu à accomplir. C'est cela. Mais est-ce que ces tâches faisaient partie de leur contrat d'objectif? Il y avait combien de contrats que vous deviez accomplir dans l'exercice? Bien évidemment. Mais ils ne l'ont pas fait. Bon, maintenant, on ne peut que c'est un satisfait comme ça, et personnel comme ça, il y a une tâche que le peuple ne connaît pas. Mais moi, c'est pour cela que je les évalue en fonction de mon vécu quotidien. Je prends un exemple très rapidement. Allons-y. Le ministre de la communication électronique, lui, par exemple, je peux l'évaluer à ma manière. Allez-y, rapidement. L'ARCEP en juin, 2023, a demandé aux maisons de téléphonie. En fait, elle a donné beaucoup de recommandations. Et les téléphonies mobiles ont interjeté au niveau du Conseil d'État. On a bloqué jusqu'aujourd'hui, 2023, 2024, 2025, ça fait pratiquement 2 ans et quelques. On ne sait pas. Et les recommandations de l'ARCEP, c'était quoi? C'est très simple. L'ARCEP avait dit, si, d'abord, si par exemple vous avez, ça dit que si vous avez des bonus d'un des réseaux, vous devez pouvoir utiliser ça pour les autres réseaux. Ensuite, les dates de péremption de 7 jours-là, ils ont dit 1 mois pour 1 giga. Quand tu mets 1 giga, si ça tient 1 giga ou plus, 1 mois. Et 1 mois après, si tes gigas ne sont pas encore finis, si tu recharges, le giga qui vient à péremption là est prolongé. Mais aujourd'hui... Donc, c'est-à-dire que les recommandations n'ont pas été respectées. Je vous dis que ça dit que les téléphonies mobiles ont déposé un recours devant le Conseil d'État. Jusqu'à l'heure où je vous parle, on ne nous a jamais dit le recours concerne quoi. Vous comprenez? Parce que quand vous déposez un recours, il y a quand même un fond. On ne sait pas. La CEP s'est exécutée ensuite. Ensuite, le dossier est là. Il n'a jamais été tranché. Le Burkina Faso a les télécommunications les plus chères du monde. Et ce sont des télécommunications qui ne sont pas bonnes du tout. Je vous dis, vous pouvez mettre 1000 francs d'unité. Après, vous chargez 1000 francs, il vous reste 100 francs. Vous savez comment ça a été coupé. Mais je dis, en tout cas, ce qui est sûr, moi, je ne suis pas satisfait du ministère des communications électroniques. Ça, je vous l'ai dit. Je suis satisfait du ministère de la Justice, de la Défense, de l'administration territoriale, du commerce. Maintenant, ça va. Ça va.
beaucoup de ministères comme ça. Mais ce qui est sûr, à certains ministères, c'est pas pour moi, je le dis. Parce que c'est mon vécu quotidien. C'est cela. Voilà. Merci bien, M. Savadogo. On va vous revenir tout à l'heure. Alors, M. Ouedraogo, tout à l'heure, vous l'avez abordé. Au final, hein, on va dire, ces politiques mises en œuvre doivent concourir véritablement à alléger et à faciliter la vie aux populations. Est-ce que véritablement on le ressent? Bon, il faut d'abord situer les contextes dans lesquels ces gouvernements travaillent. Parce qu'aujourd'hui, ce gouvernement, son objectif principal, c'est d'abord de libérer les territoires, de lutter efficacement contre le terrorisme et imposer une souveraineté véritable et maintenant faire une relance économique. Même M. Ouedraogo, sans vous interrompre, hein, une population également qui a faim également peut être un danger. Oui, mais non, au fait, c'est une autre forme de terrorisme, la faim. C'est cela. Oui, ça fait rire, mais c'est la réalité. Mais c'est une réalité. Voilà pourquoi j'ai d'abord situé les contextes avant de venir à votre question. Parce que la situation que les Burkinabés vivent aujourd'hui est une situation particulière. Il faut mobiliser les moyens pour entraîner, former, équiper nos forces de défense pour lutter sur les terrains. Et également, il faut faire face à cette batterie de sanctions, de mesquinerie, de l'impérialisme et ses partenaires qui nous infligent un certain nombre de difficultés qui empêchent le décollage normal de nos institutions économiques. Et cela, naturellement, pêche sur les vécus quotidiens du Burkinabé. Si vous regardez, par rapport à la mobilisation du Fonds de soutien patriotique, il a été mis beaucoup de taxes sur les denrées. Il ne serait-ce que prenez sur la communication, il l'a dit tout de suite, et sur la boisson, les Burkinabés payent des trucs à ce niveau. Vous prenez l'entrepreneuriat, les entrepreneurs payent 5%, comme on appelle, pour l'effort de paix. Hier, il n'y en avait pas ça. Et ces 5% servait à ces entrepreneurs-là de gérer d'autres situations qui profitaient à beaucoup de personnes autour d'eux. Aujourd'hui, ils sont obligés de se priver de ça pour l'effort de paix. Maintenant, c'est au gouvernement de créer, puisque le président l'a dit, entre-temps, que 2025 va connaître un allègement à ce niveau et il y aura plus de facilité pour les secteurs privés et les secteurs publics pour que les Burkinabés puissent sentir maintenant que, en tout cas, on est très avancé dans la guerre et au fur et à mesure qu'on avance dans l'État et dans l'espace, les Burkinabés vont pouvoir sentir ça dans les paniers de la ménagère. Nous reconnaissons réellement que le gouvernement fait un travail extraordinaire dans ces contextes très difficiles. Mais il est aussi important que nous devons être honnêtes et souligner qu'il y a des fois, c'est difficile. Parce que si une population, quel qu'en soit son engagement, quel qu'en soit son degré de patriotisme, vous l'avez dit, s'il ne parvient pas à assurer au moins un plat ou 2 plats par jour, à un moment donné, il va douter. C'est cela. Et les contextes dans lesquels le Burkina se trouve aujourd'hui, il est hors de question que nous doutons, comme on appelle, de notre, d'abord, le premier responsable du pays et douter comme on appelle, de la vision et de l'effort en général du gouvernement. Il est hors de question que nous tombons, comme on appelle, dans ces vices-là. Parce que nous avons forcément, obligatoirement besoin de l'énergie de chaque Burkinabé, à chaque maillon de la chaîne, pour faire avancer les choses et pour atteindre les objectifs face au terrorisme et également imposer notre souveraineté véritable et faire une relance économique véritable. Et normale et même rapide. Donc, les contrats d'objectifs tels que nous avons écoutés à la sortie de l'audience de chaque ministre, il y a des ministères, quand tu les écoutes, on n'a pas besoin de faire des analyses approfondies. On sait qu'il y a des avancées. Par exemple, je prends par exemple le ministère des Affaires étrangères. Le Burkina, dans ces contextes très difficiles où nous avons eu beaucoup de problèmes avec cette diplomatie occidentale, avec l'Occident, et le Burkina parvient toujours à se faire briller à travers le monde. Ça veut dire que là-bas, il y a un travail qui a été fait. Côté sécurité, côté défense, les populations sont en train de retourner, s'installer dans leur localité. Il y a un travail remarquable qui a été fait. Mais s'il y a d'autres domaines, si nous prenons, on regarde un peu,
on sent que le fait qu'il y a le terrorisme, ça tire vers ces ministères-là, vers le bas, tel que le ministère des infrastructures. Parce qu'il y a des domaines où, il y a des milieux où on ne peut plus construire des routes en l'aise. Les contrats ont été passés, les entreprises ont été choisies, peut-être même qu'il y a eu les premières avances de 30% pour le démarrage des travaux, mais jusqu'à aujourd'hui, les Caterpillar et les bulldozers ne parviennent pas à avancer sur ces routes-là. Et nous, si nous prenons également le côté éducation, santé, il y a beaucoup de projets de construction d'écoles, d'infrastructures sanitaires et autres, mais il y a des localités où naturellement on ne peut pas aller travailler du fait du terrorisme. Donc, pour être honnête, le gouvernement fait un travail remarquable. Mais nous devons aussi reconnaître que les contextes sont tellement difficiles aujourd'hui que tout ne peut pas aller vite comme on le veut. Comme on le veut, merci. Mais nous devons être résilients, mobiliser encore plus autour du gouvernement pour que les choses puissent avancer. Merci bien. Alors, M. Gouba, votre analyse, votre critique en tant que sociologue nous sera très utile. Alors, quel serait, le meilleur mécanisme pour une évaluation efficiente, pour l'année 2025 qui vient de commencer? Le meilleur mécanisme, avec toutes les implications, quel serait ce mécanisme-là? Bon, je pense qu'il faut que les contrats d'objectifs là soient rendus publics, ça c'est deux, et de deux, qu'ils soient collés à l'évolution normale de la situation, aux réalités de politique et nationale. Bon, je n'ai pas dit que ce n'était pas le cas avant. Mais par exemple, dans le contrat d'objectif du ministère de, je ne sais pas, par exemple, de l'action sociale ou bien de l'action de l'agriculture, par exemple, on doit pouvoir intégrer, par exemple, une nouvelle donne comme, par exemple, la suspension de l'aide américaine. Qu'est-ce qu'on va prendre comme mesure pour combler ce vide-là? Ça doit être des choses comme ça qui soient effectivement intégrées dans les contrats d'objectifs. Alors, pour revenir à votre question, il faudra peut-être me la rappeler encore. Le mécanisme, le meilleur mécanisme avec toutes les implications. Quel serait le bon mécanisme? Voilà, le meilleur mécanisme, c'est que moi je pense qu'il faut aussi associer quand même quelques organisations de la société civile dans cette évaluation-là. Et à la limite même qu'il y ait un organisme totalement autonome ou indépendant qui puisse faire ces évaluations-là. Parce que c'est bien ce que le gouvernement fait. Moi, je trouve que c'est un pas et qu'on peut avancer encore un peu plus dans un objectif de donner des données effectivement débarrasser de toute suspicion ou de tout, en tout cas, commentaire de la population, parce que, voilà, là, on peut dire que ici, c'est comment on appelle ça, c'est le gouvernement qui s'auto-évalue lui-même. Bon, il n'y a pas un œil extérieur. Les citoyens peuvent logiquement le mettre en doute, mais je crois que le gouvernement va avancer dans ça. L'autre mécanisme, c'est que moi, je vais proposer que, au regard des résultats de chaque ministre, qu'on tienne compte de des résultats-là pour effectivement constituer le gouvernement. Je m'explique. Alors, il faudra que ce qu'on a eu comme résultat en 2024. Je crois qu'en 2023 aussi, il y a eu des évaluations. Oui, les ministres qui sont toujours au pouvoir, qu'on regarde ce qu'ils ont fait. Quel est le taux d'avance, comment ça évolue chez eux là-bas, avant de les reconduire ou bien de les chasser du gouvernement. Donc c'est-à-dire que normalement le remaniement ministériel devait venir juste après l'évaluation. Exactement, moi je pense que ça serait plus objectif. Une sorte de composition de passage. Exactement, vous êtes sur le terme, c'est ça. Donc moi je crois qu'il faut qu'on essaie d'évoluer vers ça. Ce n'est pas méchant mais c'est plus objectif. Voilà. Merci bien. Monsieur Savadogo, on vous revient. Monsieur Gouba parle d'une sorte de composition de passage. Alors, quel serait le meilleur mécanisme pour réussir cette évaluation-là? Pour que véritablement, au-delà des, on va dire, des objectifs normés,
en interne, que cela soit véritablement connu, également que cela impacte aussi les populations. Quel serait le bon mécanisme? Bon, le bon mécanisme, c'est comme l'a dit M. Gouba. Effectivement, c'est l'œil extérieur qui pourrait mieux... Parce que quand vous faites quelque chose, un travail vous-même, tout seul, vous auto-évaluez. Bon, je pense qu'un œil extérieur aurait pu peut-être vous guider. Parce que là, comme vous le dites, nous avons plusieurs ministères qui ont été évalués à 80%, d'autres à 90, 95 en partant. 99 même. Oui, mais moi j'ai vu des ministères qui méritent leur note. Par exemple, le ministère de l'Agriculture, de la Justice, de la Défense, de la Sécurité, même de l'Économie et du Commerce. C'est bon, il n'y a pas de problème. Il y a même des affaires étrangères, mais certains, bon, il y a des problèmes. Mais s'il n'y a pas un œil extérieur, c'est moi qui fais mon travail. Bon, je fixe mon objectif. Bon, c'est moi qui donne mon taux chiffré. Qui va contester? C'est bon, c'est pas bon? Bon, l'œil extérieur qui pourra un peu essayer de suivre tout ça. Parce que l'objectif de chaque ministère à atteindre là, jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas c'est sur la base de quel objectif ils voulaient atteindre. Et sur quelle base ils se sont auto-notés, on ne sait pas. Mais c'est ce que nous vivons au quotidien qu'on apprécie. Par exemple, le ministère de l'Agriculture, là, on n'a pas besoin vraiment de statistiques. Ils ont fait des millions, je vois, 5 millions de tonnes, je crois que c'est de... Je ne sais pas si c'est du haricot, 2 millions de tonnes de maïs. On a vu, malgré l'insécurité, on a vu 71% du territoire récupéré par le ministère de la Défense. De la Défense. On a vu beaucoup de réalisations. On a vu les réalisations du ministère comment dirais-je, de la Justice. Mais je l'ai vécu. Alors, professeur, je tiens à dire, professeur, 2000 personnes ont trouvé leur dossier dénoué. Des dossiers de crimes économiques qu'on n'osait jamais toucher. Nous avons vu à la télévision. Monsieur Congo, rassurez-vous, Monsieur Savadou n'est pas allé sur le terrain. Voilà, au front, allez vérifier. Voilà, il n'y est pas allé. Je termine rapidement. Voilà, allez-y. Très rapidement. Allez-y. Il y a deux ministères, sincèrement, que je vais interpeller. D'abord, le ministère du Sport. Le ministère du Sport, ils ont fait un travail formidable parce qu'ils nous ont qualifiés à la CAN au Maroc, à une CAN cadette là au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est cela. Mais je dis que le stade du 4 août est un ouvrage qui va bénéficier, qui appartiendra à ce ministère. Ils ont dit qu'ils vont donner 6 mois pour terminer ce stade. Et ils ont dit qu'il y a deux œuvres principales. La première, c'est la pelouse, le gazon, ou alors synthétique ou pas, et puis la piste d'athlétisme. Voici les deux éléments clés. Ils nous ont donné 6 mois. Je suppose que ça travaille, hein. Mais depuis, normalement, le ministère des Sports devait nous donner régulièrement l'avancée des travaux. On ne sait pas. Ça a commencé, ça n'a pas avancé, ça, on ne sait pas. Maintenant, le ministère de la Communication, je les demande deux choses de communication électronique, je les demande sincèrement. D'abord, je dis, il y a une téléphonie mobile qui disait qu'elle avait 4 millions d'abonnés. Si chaque jour, cette téléphonie mobile pioche 10 francs sur chaque abonné, 4 millions multipliés par 10 à quelques secondes, ils ont 40 millions. On a 40 millions. Donc je demande d'abord, il faut essayer de diminuer les prix. Ça, au Burkina, la communication coûte plus cher que la nourriture, plus cher que la santé, plus cher que le carburant, plus cher que tout. Ça, c'est deuxièmement. Allez-y rapidement. Et la qualité. Il faut être en train d'appeler, et puis ça se coupe. Après, vous regardez, vous avez des unités. C'est ça. Ou bien vous êtes dans un lieu, en plein centre-ville, on vous appelle, on dit que votre correspondant n'est pas accessible, alors que les gars à côté de vous... Merci. Voilà. Vous ferez des recommandations tout à l'heure pour l'amélioration également de ces différentes politiques. Sinon, je sais que ce sont les contrats d'objectifs. On parle de ça. C'est ça. Mais eux-mêmes n'ont pas défini ça. Qu'est-ce que nous on peut dire? Bien sûr, merci bien. On ne peut que se baser sur les réalisations. Merci bien. Voilà. Monsieur Ouedraogo, le meilleur mécanisme pour être plus efficient dans la mise en œuvre de ces objectifs et surtout avoir le meilleur mécanisme d'évaluation. D'abord, moi, je pense que dès l'entame de l'année,
le gouvernement doit définir les objectifs et les rendre publics. Au-delà des ministères et des techniciens, il faut associer. Actuellement, on ne parle pas de politique, mais il y a les organisations de la société civile, des faits tiers, qui travaillent en étroite collaboration avec comme on appelle, les différents départements. Il faut les toucher et les permettre d'organiser des rencontres de sensibilisation pour parler à la base. Parce que le développement endogène que nous cherchons doit être, comme on appelle, porté par la base vers le sommet. Mais si c'est du sommet vers la base, à un moment donné, il y aura incompréhension et l'objectif recherché peut ne pas être atteint. Mais si nous sensibilisons les gens dès le départ à la base, parce que nous savons que c'est d'un point A à un point B, nous avons besoin de telle ou telle chose. Et il y a des acteurs qui doivent nous aider à atteindre les objectifs. Il faut les impliquer et il faut les expliquer. Et aujourd'hui, ce gouvernement est un gouvernement très courageux, ça il faut le reconnaître. Ils prennent des mesures très très courageuses qui sont vraiment appréciées par la population, mais la population doit être encore plus impliquée. Je pense qu'ils sont en train de vouloir mettre en place, comme on appelle ça, ils ont un terme où ils appellent pour la mise en place des comités de base. S'ils parvenaient à mettre en place ces comités de base, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de mairie, il n'y a pas de conseillers municipaux. Et les CVD n'ont pas, je vais dire, assez de levier à activer. Maintenant, s'ils parvenaient tout de suite à mettre en place ces comités de base-là, ça va permettre au gouvernement, de département par département, d'expliquer clairement ce qu'est la vision du gouvernement. Parce que le fait qu'il n'y a pas de politique politicienne déjà, est déjà quelque chose de très bien. Parce que la démarche cherchée actuellement ne vise pas forcément à tromper ou à manipuler quelqu'un pour un électorat quelconque. Et tous les efforts déployés aujourd'hui par le gouvernement visent d'abord, je me répète, la reconquête du territoire et permettre aux Burkinabés de comprendre que les choses doivent changer fondamentalement dans nos comportements. C'est-à-dire de lutter efficacement contre la corruption et de se débarrasser de cette facilité d'enrichissement illicite et de comprendre que les citoyens, son frère, a une valeur traditionnelle, morale et ancestrale dont il faut respecter. Voilà l'instauration du 15 novembre, comme on appelle, du 15 mai. Donc tous ces mécanismes-là doivent être expliqués. Maintenant, il y a des trucs qui sont, comme le professeur l'a dit, techniques et chiffrés. Et ça, même si c'est expliqué à la base, celui qui n'a pas la connaissance à un niveau, ne peut pas comprendre ça. C'est-à-dire, c'est les trucs basiques qu'il faut parler. Maintenant, les connaissances, ce qui est des niveaux très élevés, je pense que ça, c'est le travail des techniciens. On les permet parfois aussi d'expliquer dans un français ou dans nos langues locales, d'une manière basique, pour que les populations puissent comprendre. Cela facilitera le travail du gouvernement. Quand on comprend quelque chose, même s'il y a des difficultés, c'est facilement acceptable. Par exemple, si on dit qu'on va couper 5%, et que nous savons pourquoi les Burkinabés aujourd'hui acceptent sans broncher, sans parler, ils s'essayent parce qu'ils ont confiance au président du pays. Et ils ont compris également la nécessité. Et ils voient des vieux les matériels qui viennent. Merci. Et ça, c'est quelque chose de très important. Merci infiniment. Si nous améliorons un peu, encore plus, je pense que d'ici les 5 ans, là, comme on appelle, donné au président, le Burkina va atteindre un autre niveau très appréciable. Merci infiniment. Alors, on termine avec professeur pour ce premier sujet. Alors, on parle de mécanisme en termes de méthodologie et surtout de communication. Quel serait, on va dire, le meilleur modèle? Bon, vous voyez, il faut d'abord identifier ce qui fait le problème. Exactement. Par rapport au système. C'est un problème de crédibilité. Exactement. Voilà, que le gouvernement recherche dans la mise en œuvre de cette pratique. Et à écouter les uns et les autres, il faut se départir autant que cela est possible de l'auto-évaluation politique. Voilà. Vous voyez, c'est le PM qui évalue
ses ministres. Ses ministres, exactement. Ça veut dire que si le taux de l'ensemble du gouvernement n'est pas conséquent, ça joue aussi sur l'image du premier responsable. Donc, il faut voir comment régler ce problème de crédibilité-là par rapport à ce point. Pour la communication, il faut faire comprendre les forces et les faiblesses des ministères évalués. Voilà, parce que c'est comme M. Goubel a dit, il y a un manque de feedback. Voilà. Et en matière de communication, je reviens sur les communicants des différents ministères. C'est très simple. Comment exploiter le résultat à des fins de communication institutionnelle. Voilà. Quand on sait que la communication institutionnelle s'écarte de la communication d'entreprise, voilà, qui épouse des approches telles que les valeurs, alors que c'est l'ambiance dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et il y a un autre niveau où il y a un problème, c'est le décalage avec le résultat. Les résultats qui sont en décalage avec la réalité du terrain. Ça aussi, ça joue sur la crédibilité. Et en matière de communication, la communication traite de l'image. C'est vraiment un point très, très important. Pour ajouter également... Vous avez des notes positives qui contrastent avec des insuffisances sur le terrain. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ce problème? C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits. Mais si vous avez une classe de 100, j'aime toujours quelques métaphores que je prends, vous avez une classe de 100 élèves qui sont concentrés, 99 se sont concentrés en train de travailler, même s'il y a un seul qui fait du bruit, ça perturbe voilà, tout le système. Oui, pour parler de communication, on va dire cette semaine, il y a eu, on va dire, des rumeurs voilà, au sujet d'une certaine rupture de carburant du fait voilà, de l'incident qu'il y a eu sur le site de la Sonabi. Tout à fait. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu une communication, mais pas suffisante, au risque même que les populations elles-mêmes ont commencé à se dire qu'il n'y aurait pas de carburant dans les jours à venir. Et les stations avaient commencé à se remplir et on avait constaté des files. Tout à fait. Voilà. Donc, un autre point qui fait déranger un peu la crédibilité, c'est ce que les gens ont su, c'est l'absence de participation citoyenne dans le processus. C'est cela. Voilà. Mais pour ça aussi, c'est très simple. Il faut intégrer le feedback citoyen pour prendre l'opinion publique en compte. Vous avez vu, à un autre niveau, les élections de Miss et autres, on avait commencé par le simple jury, mais aujourd'hui, on est allé à un autre niveau qui permet à un vote du public. Voilà, ça peut être en quota, mais on prend ça en compte, ça diminue un peu ce qu'on appelle les critiques. Donc, pour tout régler, le meilleur mécanisme. Le meilleur mécanisme, c'est de créer un observatoire. On peut l'appeler observatoire, on peut appeler une commission de la performance gouvernementale, voilà, en prenant en compte les OSC, les experts. Il y a des experts d'évaluation en docimologie, voilà, des experts, voilà, et le public. Et en ce moment, ça va rendre les mécanismes un peu plus participatifs. Ça, et là, la communication publique et sociale va gagner en crédibilité. En crédibilité, surtout en responsabilité. En responsabilité. Merci infiniment, M. Congo. Merci également à vous, chers chroniqueurs. Voilà, comme nous l'avons dit, au-delà de nos contradictions, nous apportons une plus-value à la bonne dynamique de chaque pays sur notre continent. Et nous abordons à présent le second sujet de cette émission et nous sommes toujours au Burkina Faso. Voilà où un projet de loi sur le statut des chefs coutumiers et traditionnels également a été déposé sur la table du Conseil des ministres du mercredi dernier. Nous suivons ensemble le compte-rendu de ce Conseil des ministres et nous revenons pour en parler.
Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce mercredi 12 février l'hebdomadaire Conseil des ministres. Selon le ministre porte-parole du gouvernement Pengendouende Gilbert Ouedraogo, au cours de cette séance, plusieurs dossiers ont été examinés et adoptés. Au titre du ministère de l'administration territoriale et de la mobilité, le Conseil a examiné et adopté un projet de loi portant statut de la chefferie coutumière et traditionnelle au Burkina Faso. Ce projet de loi vient clairement fixer le rôle et la fonction de la chefferie traditionnelle et permet son intégration dans l'ordonnancement juridique du Burkina Faso. Aujourd'hui, ce projet de loi vient clairement fixer le rôle et la fonction de la chefferie traditionnelle. Elle permet donc son intégration dans l'ordonnancement juridique de notre pays. Elle permet de la revaloriser et elle permet à la chefferie traditionnelle de participer à la restructuration, mais aussi à la consolidation de la paix au Burkina Faso. Il faut dire que le texte aussi prévoit les modes de dévolution de la chefferie traditionnelle. Elle permet aussi de parler de l'interdiction et de sanctionner l'autoproclamation. Donc aujourd'hui, à travers ce texte, il ne sera plus permis à qui que ce soit de s'autoproclamer. Celui qui fait une autoproclamation sera sanctionné ainsi que ses complices. Il faut être clair là-dessus. Ce texte est valorisant, mais il ne permet pas une rétribution au chef. Il accorde certaines prérogatives, telles que le privilège de juridiction. Il permettra aux chefs d'être reconnus dans la société. Il permet de les valoriser, mais aucune rémunération ne sera payée à un chef parce qu'il exerce sa fonction. Le texte permet aussi de faire en sorte que le chef coutumier qui veut s'exercer en politique ne puisse pas le faire tout en restant chef. Il y a la possibilité pour lui de démissionner afin de pouvoir s'engager dans la politique. Ah, voilà, chers chroniqueurs, nous venons de suivre cet élément qui est, on va dire, qui est quand même nouveau. Voilà, on va dire ici au Burkina Faso, bien que certains pays sont déjà très avancés en la matière. Monsieur Gouba, vous en tant que sociologue, voilà, comment vous avez accueilli déjà ce projet de loi? C'était vraiment avec satisfaction que j'ai accueilli ce projet de loi-là. Parce que la chefferie traditionnelle, comme on le dit, est un facteur de cohésion sociale. Et c'est donc la première institution aussi sociale que le colon a déstabilisé lorsqu'il est venu. Les premiers coups d'État, quand on parle des coups d'État, ce sont justement ce que les colons ont fait quand ils sont arrivés pour signer de fameux traités, de faux traités. Et souvent, ils ne prenaient même pas le temps de faire ces préalables-là. Ils venaient envahir les royaumes, ils chassaient les moraux d'en bas qui résistaient, et ils tuaient ceux qui... Voilà. Donc, le premier coup d'État est venu. Les premiers coups d'État en Afrique sont venus avec le colon à travers la destitution des chefs traditionnels. Donc, du point de vue sociologique, donc, c'est une force, la chefferie traditionnelle, et qui est un élément régulateur de la société et auquel certains citoyens, certaines communautés se reconnaissent. Voilà, donc c'est un rôle important qu'il joue. Et donc, il y a nécessité maintenant de rentrer effectivement cette chefferie traditionnelle dans la modernité, parce que c'est deux systèmes qui cohabitent, il y a la tradition et la modernité. Alors donc, il faut qu'effectivement, on puisse intégrer notre tradition dans la modernité afin que notre tradition devienne notre nouvelle modernité. Voilà, ça c'est le point de vue du sociologue. Merci bien. Alors, monsieur Ouedraogo, juste à côté de moi, alors, cette nouvelle, comment vous l'avez accueillie? Et puis, pensez-vous que véritablement, il pourra avoir, on va dire, conciliation, comme monsieur Gouba l'a dit, en tant que sociologue, pensez-vous qu'il pourra véritablement renforcer l'efficacité de nos chefs traditionnels? D'abord, il faut saluer le courage de ce gouvernement et il faut dire que ce gouvernement n'arrête de surprendre et de séduire agréablement les peuples burkinabés avec ses prises de décision. Et il parvient à réussir là où les autres ont échoué, il rend possible là où les autres ont... Ce qui était impossible hier, en tout cas, par rapport à ces projets de loi, je pense que beaucoup de gouvernements ont tenté de donner un statut aux chefs traditionnels et ils n'ont pas pu le faire. Mais voilà, ce gouvernement vient de proposer une loi qui va d'abord
valoriser nos chefs traditionnels qui sont les dépositaires de nos valeurs ancestrales, traditionnelles et endogènes. Puisque on aime dire, si tu ne sais pas d'où tu viens, c'est très difficile pour toi d'atteindre un objectif. Oui, M. Ouedraogo, une valorisation, c'est vrai, mais avec beaucoup de restrictions. Déjà, nous avons écouté le ministre tout à l'heure, avec beaucoup de restrictions. C'est vrai que c'est valorisant, c'est nouveau, mais avec beaucoup de restrictions déjà pour commencer. Oui, mais voilà pourquoi je dis que ce gouvernement est très courageux. Parce que demander à nos coutumiers, chefs traditionnels de ne pas faire de la politique est quelque chose de très courageux. Parce que vous voyez, et moi je comprends le gouvernement dans ce sens, pas pour faire du grottisme, parce que un chef, le leader, doit avoir les capacités de mobiliser et de séduire autour de lui toute une population et les mobiliser pour atteindre des objectifs pour le bien de la communauté. Mais pour pouvoir atteindre ces objectifs, il faut parfois être impartial. C'est souvent difficile de voir un chef traditionnel candidat dans sa localité et il y a son sujet aussi qui est candidat. Tout de suite, il y aura, et je suis homme politique, je sais les tractations et les coups bas politiques qui se passent dans les localités pour les postes de conseillers ou de députés ou autres, mais tout de suite, les gars vont se voir braquer sur son chef. Et ça diminue tout de suite la valeur et la caution que les chefs devraient avoir pour pouvoir réguler, contrôler, motiver sa communauté. Ça, c'est très courageux. Maintenant, ces chefs-là faisaient la politique hier, puisque la loi vient de mettre fin à toute pratique politique. Mais ça les permettait également d'avoir quelque chose pour moudre les grains. Parce qu'un chef qui est, comment on appelle, quand on fait porter le bonnet, qui n'a pas une fonction précise, qui lui permet d'avoir quelque chose pour faire fonctionner sa communauté, ça devient difficile. Mais maintenant, ici, je me dis qu'après cette loi, le ministre a été clair, il a dit qu'il n'y a pas de rémunération. Donc, ça sera maintenant aux ressortissants peut-être de s'organiser pour mettre en place une cotisation pour permettre aux chefs de fonctionner. Parce qu'on ne peut pas être chef sans quand même rien. C'est vrai que c'est valorisant, ça lui permet d'avoir une autorité dans sa judiciaire, et ainsi de suite. Mais il faut penser à comment accompagner ces chefs-là pour qu'ils puissent bien mener leur mission. Parce que si on les enlève tout également, à un moment donné, ça sera difficile de continuer. Ça sera difficile. Voilà. Alors, monsieur Savadogo, alors, les restrictions sont claires, pas de politique, sauf démission, après démission. Voilà. Mais la difficulté est que si les chefs ne font pas la politique viendra vers ces chefs-là. Oui. Là également, la difficulté est là. Oui, mais il peut y avoir des restrictions, une organisation pour leur permettre de ne pas avoir à se présenter, tout et tout, c'est ce qui a été dit. Mais au-delà, la politique viendra forcément vers ces chefs-là. Oui, d'abord, ce que moi je voudrais dire, je voudrais d'abord remercier le pouvoir actuel d'avoir eu le courage de faire sortir le monstre sacré de l'eau. Depuis 60 ans, c'est le seul régime qui a eu le courage de vouloir instaurer des textes qui régissent le statut des chefs. Et c'est très bien. Maintenant, dans le sens pratique, ils veulent fixer des rôles à cette fonction, l'intégration et l'ordonnancement juridique dans notre pays, et revaloriser leur statut, leur participation à la restructuration et la consolidation de la paix. Bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre, il faut que le gouvernement soit très précis pour nous aider dans cette œuvre-là. Vous voyez par exemple l'autoproclamation des chefs. Moi, je connais une région populaire, ou une grande province, là où il y a un problème de chefs. Une province à fort défi sécuritaire, et un problème de chefs. Est-ce que dans ces conditions-là, on peut lutter contre le terrorisme? Je remercie le gouvernement pour cela. Maintenant, question d'autoproclamation. 2 personnes qui se disputent le pouvoir de chefferie là-bas. Chacun dit qu'il est chef. Donc ça veut dire qu'il y a un problème déjà. Il y a un problème. Voilà. Déjà ça, là, si le gouvernement peut prévenir ça, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, quand on dit un chef, parce qu'il y a chef dans chef, il y a les 5 majestés au Burkina, et d'autres chefs. Maintenant, dans un quartier, vous pouvez avoir
50 chefs, 100 chefs, intronisés par d'autres. Bon, quand on dit qu'il ne doit pas faire la politique, est-ce qu'un chef coutumier peut participer au meeting d'un parti, c'est-à-dire en tant que militant ordinaire? Il faut voir les contours, il faut voir les contours de cette restriction. Ou alors, c'est le poste électif qui lui est interdit, ou bien c'est la participation comme ça en tant que militant ordinaire à des manifestations politiques. Je prends un exemple. Souvent, quand il y a un meeting politique, vous allez avoir plein de bonnets rouges qui sont là. Certains ont des postes électifs, certains sont des citoyens, des sympathisants ordinaires. Est-ce qu'on les interdit d'aller à ces genres de manifestations, ou bien c'est les postes électifs? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, quand vous dites que la politique va venir à eux, mais vous ne pouvez pas aller dans un village, battre campagne, sans aller saluer les chefs. Tous les partis politiques vont aller saluer les chefs. Est-ce que le fait, pour que le chef reçoive ces partis politiques, qui viennent juste pour lui dire bonjour, nous sommes là, Monsieur Sawadou, vous le savez, bon je sais, on ne va pas simplement saluer un chef, on demande son implication dans ses activités politiques, ça c'est clair. C'est normal. Sur le terrain. Mais c'est normal. Et quel sera le degré d'implication de ces chefs? Alors il faut que ce projet de loi également puisse véritablement entourer. Ça va être complexe. Et je termine rapidement. Allez-y rapidement, on va passer... Avant l'arrivée du colon, rapidement, il y avait toutes les administrations. C'est-à-dire que les coutumiers avaient créé une sorte de régulation sociale et était pratiquement une forme d'administration qui était égale ou même supérieure, plus fiable que celui du colon. Maintenant, si c'est la politique qui les a un peu pervertis, je prends un exemple de Sa Majesté le Moro Naba. Toutes les grandes crises du Burkina Faso, c'est lui qui était au-dessus. Sans lui, c'était la catastrophe. Il a su garder sa neutralité. Et c'est ce qu'on demande à tous les chefs. Merci. Voilà. Alors, M. Congo, alors, on va dire, on vous revient en tant que prince, hein, c'est ça? Voilà. Alors, ce projet de loi qui suscite déjà vraiment beaucoup de polémiques autour de ce qui va se faire. C'est un projet de loi qui sera soumis, bien sûr, à l'Assemblée législative de transition. Alors, pensez-vous qu'avec ce projet de loi-là, déjà, comment vous l'avez accueilli? Et pensez-vous que ce projet de loi-là va apporter véritablement quelque chose dans la nouvelle dynamique en tant que dans cette fonction de chef? Bon, merci d'abord pour cet honneur. Je dirais même trop d'honneur sur le plateau ce matin pour moi. Professeur, oui, je profite pour dire au public, je suis un chercheur, je suis un enseignant, mais je n'ai pas d'abord le grade de professeur. Mais vous êtes de Saint-Royal. Non, je vais en venir. Allons-y rapidement. Non, pour le statut de prince, là, c'est sans équivoque. C'est sans équivoque. Voilà. Ok, allons-y. Ok, donc il faut d'abord, pour ne plus répéter les collègues qui ont parlé du courage de ce régime, mais il faut reconnaître quand même que c'est de façon osée que quand vous regardez même le ministre qui était en train de donner... Voilà, le ministre Zerbo, vous sentez déjà dans la communication, nous en lexicologie, hein, en lexicographie, voilà, on connaît le sens du message, même s'il n'a pas été totalement dit. Ça commence par des menaces. Mais c'est dit par un Zerbo. Oui, bon, voilà, raison de plus. Donc, il faut savoir que c'est beaucoup de tentatives de régimes qui ont produit actuellement cette disposition. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a déjà un conseil supérieur des chefs traditionnels. Voilà. Et sans avoir été leur communicateur en son temps, c'était sous le Front populaire d'ailleurs, c'est avec le président Blaise Compaoré, voilà, que cette structure avait été mise en place, pilotée par le Widi Naba, voilà, en son temps. Et cette structure appuyait de façon formelle la gouvernance du Burkina. Voilà. Donc, aujourd'hui, même au temps du MPSR 1, quand il y a eu un ministère qui a été créé
qui devrait s'occuper des cultes et du sacré. Voilà. Et c'était pour davantage aller dans ce processus. Malheureusement, l'expérience a été un peu courte. C'est cela. Voilà. Et c'est une justice rendue aussi, que l'on peut dire ça ici. C'est une justice rendue parce que, comme M. Sawargo l'a dit, les grosses crises ont été dégoupillées par le coutumier. Oui. Bon, maintenant, comme le temps nous manque, c'est de voir comment, par des propositions, on peut accompagner. Voilà, le parachèvement du processus. Bon, il faut aller prendre les exemples au Ghana, où vraiment la chefferie même traditionnelle a été constitutionnalisée à travers, comment ça s'appelle, House National. Voilà, House National Victif, voilà, ça qui prend toutes les décisions à même d'accompagner la gouvernance du Ghana. Et pour ce que je vois, je crois que la décision a été prise, mais les gros défis restent à déboulonner. Voilà. Parce que quand on dit chef, c'est qui? Comme M. Sawargo l'a dit, il y a ce qu'on appelle des rois, d'abord. Il y a ce qu'on appelle, comment dirais-je encore? Les chefs de canton. Non, avant les chefs de canton, il y a les chefs de province. Chefs de province. Comme il peut y avoir des... Bon, ce n'est pas le même découpage que l'administration moderne. Mais si on adopte les chefs de province, il y a des chefs de canton, il y a des chefs de village, il y a aussi des chefs de tribus. Exactement. Voilà. Vous prenez par exemple mon village de Targo, il y a pas mal de chefs. Ouais. Et quand je parle de tribus, ça peut être des tribus Mouara même en attendant. Mais il y a des Peuls là-bas. Voilà, il y a d'autres ethnies. Donc, il faut que le projet-là emprunte des voies modernes et traditionnelles à la fois. Voilà, pour aller jusqu'à la création d'une, comment on appelle ça, d'une chambre de roi et des chefs traditionnels. Parce que le terme chefferie, là-même, déjà, c'est un bloc qu'il faut, qu'il faut détailler. Donc, une chambre des chefs et des rois. Une chambre des rois. Des rois et des chefs. Et des chefs traditionnels. Et là, il créé la chambre. Et M. Ouedraogo était déjà sur la trajectoire en parlant, en s'opposant un peu au caractère gratis de la chose. Et là, j'en conviens, voilà, parce qu'il faut que l'État essaie de voir comment y apporter des subventions. Je voudrais rapidement une parenthèse. Allez-y rapidement. Si vous partez sur le principe, la chefferie coutumière au Burkina. Non, je dis les chefs ne seront pas énumérés individuellement, mais s'ils ont un statut qui est comme une chambre, pour le fonctionnement de la chambre. De la structure. Parce que la chambre aura une assemblée générale, la chambre aura un directoire, avec des sessions. Voilà, c'est-à-dire un bureau exécutif. Comment ces choses vont fonctionner s'il n'y a pas de subside. Oui, exactement. Voilà, je crois que, mais ce n'est pas contre ce que le ministre a dit. Monsieur le ministre a dit qu'on n'a pas dit qu'individuellement les rois seront rémunérés. Il n'y aura pas de salaire. Voilà, mais dans d'autres pays, quand vous prenez le système anglophone, je reviens à ce modèle-là, parce que eux-mêmes, de par même le système de colonisation qui était par l'administration indirecte, les chefs étaient rémunérés. Là, j'en ai vu en Ouganda, en Afrique du Sud. Au Ghana même. Voilà, au Ghana, ça c'est clair. Et au niveau du Nigeria, voilà, ça c'est au niveau de la au niveau de l'État fédéral que les choses se gèrent. Mais même la Côte d'Ivoire, un pays francophone, a un statut de chef coutumier depuis 2014. Et l'État apporte des subventions pour le fonctionnement des différentes chambres. C'est ce que je vais dire. Vous voulez ajouter autre chose? Ce que je voulais dire, rapidement. Si c'est tout juste l'organe institutionnel au sein des chefs, c'est-à-dire qu'il y a un organe administratif reconnu par l'État, lui au moins l'État va financer comme n'importe quelle institution. Mais maintenant,
Effectivement, comme vous le dites, même non, c'est-à-dire que pour proposer des membres au niveau de la Chambre, voilà, les chefs les représentants, les chefs de canton vont se concerter. Voilà. Ils vont désigner, par exemple, deux personnes pour la province. Voilà, la province. Voilà, on remet au haut commissaire. En fait, l'État, puisque l'État s'implique maintenant, l'État s'implique maintenant dans le fonctionnement. Oui, M. Ouedraogo, rapidement. M. Goubango revient tout à l'heure. Je pense que même ce schéma, tel que c'est expliqué par... ça peut coincer. Parce que l'objectif du gouvernement ici, c'est de donner toute la valeur au chef. Le rendre impartial pour qu'il puisse jouer ce rôle de régulateur. Individuellement pris, on ne peut pas payer les chefs. Mais peut-être que le gouvernement, avec le temps, va avoir des études en bas pour voir comment, au moins les 5 rimes, ou ceux qui sont au sommet là, voir comment travailler avec eux pour que leur fonction, ce qu'ils posent comme acte, à un moment donné, l'État puisse se reconnaître et puis faciliter un certain nombre de fonctionnements d'un certain, comme on appelle, chancellerie, chef, comme on appelle, des chefs. Mais, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Ghana ou ailleurs, vu ce nombre de chefs, on ne peut pas, l'État n'a pas ses moyens pour donner à chaque chef, même si on part sur la base de 20 000 ou 25 000, calculer au nombre, c'est combien de milliards? Les contextes dans lesquels on se trouve, l'État ne peut pas le faire. Mais c'est d'amener les chefs à se faire respecter dans sa communauté, ne pas avoir des croque-jambes avec ces sujets sur des questions politiques ou autres. Et la politique en tant que telle, c'est un phénomène où ça t'amène à dire des contre-vérités parfois, ou à faire des propositions où toi-même, à la longue, tu ne pourras pas respecter. Pourtant, les chefs, son bonnet est sacré. Son bonnet est sacré dans notre tradition et nul ne doit désobéir à un chef ou manquer du respect à son chef. Je crois que la question n'est plus à la rémunération de chaque chef. Voilà. Maintenant, ils auront une entité, une instance. Une instance, voilà. La chambre des rois et des chefs. Il faut bien que cette instance-là survive. Exactement. Et pour qu'elle survive, il faut qu'il y ait du soutien. Du soutien, une subvention, voilà. Un budget. Je crois que j'ai bien dit que là où on est aujourd'hui, c'est un grand pas. Mais les gros défis restent à venir. Parce que les coutumes ne sont pas un mouvement, comme ce que les gens ont tendance de croire. Les coutumes sont un monument. Et voilà. Hein, des dogmes. Et pour que on puisse vraiment mettre en tandem tradition et modernité, il faut vraiment beaucoup de courage, beaucoup d'endurance. Voilà, c'est pour ça qu'on va commencer. Et au fur et à mesure, il n'y a pas que ça. Et les chefs qui partent prendre le bonnet au village, et ils viennent s'installer à Ouagadougou. À Ouagadougou. On va y arriver tout à l'heure, monsieur. Bon, okay. Monsieur Congo, oui. Voilà. Je rebondis sur la dernière. Oui, rapidement. Voilà, pour dire que la tradition et la modernité peuvent bien cohabiter. Il y a le cas du Japon qui est là. Vous allez dire au Japon, c'est un pays qui est extrêmement moderne. Ça, personne, je ne l'apprends à personne. L'empereur coiffe tout. Voilà, mais malgré qu'il soit traditionnel. Exactement, mais voilà, ils ont leur tradition, même pour manger, même pour prendre le bain. Ils sont toujours dans la vraie tradition japonaise et ça arrive à marcher. Donc, pour les rémunérations, disons rapidement quelque chose. Vous voyez, la chefferie traditionnelle a été sollicitée maintes fois ici pour résoudre des crises sociales. Alors, quand vous êtes salarié de quelqu'un, vous devenez son esclave. Et en ce moment, vous ne pouvez plus, vous êtes à sa solde. À sa solde, voilà. Donc, moi, la chefferie traditionnelle n'a même pas intérêt à ce qu'on les paye. Donc, parce qu'ils vont être objectifs face au gouvernement. Voilà. Est-ce que c'est eux qui les rémunèrent? Donc, non, ça, il y a le plan qu'ils ont dit, oui, faire une chambre, etc. Quand ça vous chauffe, vous venez vous asseoir à combien? 200, 300 personnes sous l'arbre. Voilà, vous buvez de l'eau. Oui. Il y en a qui veulent même mieux que
que de l'eau. Oui. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Avant la modernité, les chefferies fonctionnaient et entretenaient ces personnels. Donc, on va continuer sur ces usages-là pour pouvoir à leurs besoins. Oui. Voilà, donc... Maintenant, le format que M. Congo a proposé, c'est l'instance en elle-même. Une instance, je suis d'accord. Une chambre des rois et des chefs. Voilà, où il n'y aura pas de salaire aussi non plus. Mais par exemple... avec un budget de fonctionnement. À des sessions que l'État puisse les intégrer. Sinon... L'autre possibilité, c'est que les chefs soient organisés comme des consultants et lorsqu'on les appelle pour des interventions ponctuelles, ils font leur honoraire, ils donnent au gouvernement les faits et puis ils viennent signer. Apparemment, M. Ouedraogo ne partage pas cet avis. Parce que tout ça, ça n'enlève pas au chef en ces moments-là. L'élément clé que l'État cherche aujourd'hui, c'est d'enlever les chefs traditionnels dans la politique et lui donner son statut de bonnet de respectabilité. Est-ce que vous pensez que c'est... Vous m'excusez, hein, monsieur. Allez-y, allez-y. Est-ce que vous pensez que c'est le fond du dossier? Est-ce que le fond est politique? C'est un projet de loi avec des ramifications que nous ne maîtrisons pas. Ah non, voilà. Parce que l'intérêt ici, l'importance ici, ce n'est pas de détacher la chefferie de la politique. Non, je crois qu'il y a bien d'autres visées. Une sorte de complémentarité. Voilà, rapidement. Une motion. Je veux dire, quand on dit qu'on veut détacher, ou alors on dit au chef de ne plus faire de la politique. Je m'explique. C'est le fait d'avoir un poste électif le problème, ou bien c'est le fait même qu'on le voit à un meeting, ou bien... Parce que le chef va voter de toute façon. C'est citoyen comme il va voter. Il faut préciser les choses. La politique est partisane. Un chef devient membre d'un parti politique, il est devenu partisan. Et les autres du village, ils ne sont pas dedans. Oui, mais je veux dire... J'ai fait la CENI, et quand on organisait les élections, il était question de tourner pour superviser. Mais il arrive des fois où vous partez trouver que le bureau de vote est dans la cour du chef. Oui. Voilà. Mais c'est ça, les gouvernements, c'est ça l'État en train de vouloir et corriger. Voilà, ça ce sont des exagérations. Ça c'est déjà dangereux. Voilà, c'est des dangers. C'est très dangereux. Mais je vous dis que ce n'est pas pour... Il y a bien d'autres choses. Parce que même le protocole, est-ce que vous savez que jusqu'à présent, je ne sais pas si le protocole 2012 a été changé. Bien sûr qu'avec ce statut, il faut bien qu'on voit ce volet aussi. Même si le DIM était à une cérémonie, il était à la 22e position. Dans le protocole. Dans le protocole. Voilà. En termes de communication, c'est quelque chose... Bon, comme on n'a pas tous les tenants et les aboutissants... Mais un chef qui démissionne, démissionne pour aller faire la politique, il revient prendre son bonnet après la politique ou non, pas du tout. Non, il faut que le décret là soit... comme M. Ouedraogo l'a dit, quand le décret serait finalisé, bon, on va voir réellement qu'est-ce qui est dit concernant la politique, qu'est-ce qui est dit concernant le protocole, qu'est-ce qui est dit concernant la gouvernance de façon générale, et la participation citoyenne des chefs. Des chefs. Voilà. Alors, donc, c'est dire que c'est une dynamique qui est lancée et les consultations également, voilà, au niveau des différentes populations, également au niveau des différentes chefferies. Voilà, ces consultations sont véritablement demandées pour que, comme M. Congo l'a dit, hein, il y a plusieurs ramifications. Voilà, il y a le roi, il y a les chefs de province, il y a les chefs de canton, il y a les chefs de tribus. Il y a tellement de ramifications que des consultations sont véritablement nécessaires pour réussir, voilà, à adopter une loi véritablement qui va porter des fruits, de sorte à amener ces rois, ces chefs à participer de façon plus efficiente à la bonne dynamique du Burkina Faso. Alors, chers chroniqueurs, on a beaucoup à dire, hein, mais on ne finira pas de dire, voilà, et on va surtout demander les recommandations. Parce que c'est là véritablement, on va dire, c'est là que s'opère la magie de cette émission, de cette Afrique. Et nous sommes sûrs que nos recommandations, comme on le constate également d'ailleurs, certaines de nos recommandations également tombent sur la bonne table. Voilà, et nous sommes sûrs que les recommandations que nous ferons aujourd'hui également
pour, on va dire, pour cette loi, sur ce projet de loi, pardon, sur le statut des chefs, et également pour les objectifs, pour l'évaluation également des ministres également, nos recommandations vont également tomber sur la bonne table pour que véritablement ça soit pris en compte dans la bonne dynamique également du pays. Monsieur Gouba, on va commencer avec vous. Oui, pour ce qui est de l'évaluation du gouvernement, en tout cas, moi je reviens sur ma proposition qui consiste à effectivement élargir les acteurs qui rentrent en compte dans cette évaluation-là, notamment en faisant appel à des personnalités de la société civile ou bien des organismes indépendants qui peuvent venir s'adjoindre pour effectivement rendre cette évaluation-là, en tout cas, plus intéressante. Voilà. Donc, merci pour au gouvernement pour ce qu'ils font, mais on peut faire mieux, on peut avancer encore dans le cadre d'une recherche d'une objectivité. Voilà. Donc, pour le second sujet. Voilà, pour le second sujet, moi je proposerais que effectivement le gouvernement pense à mettre des mécanismes qui vont protéger la chefferie, mais que effectivement on ne vassalise pas les chefs traditionnels avec le gouvernement. Moi je suis pour qu'il y ait une indépendance et une autonomie totale de la chefferie traditionnelle par rapport au gouvernement, et que effectivement on essaie de moderniser certains aspects de cette chefferie-là. Et qu'on ne voit pas ça seulement sous forme pécuniaire, mais on voit ça comme étant un patrimoine national et qu'on peut protéger. On peut prendre de l'argent, mettre pour protéger un patrimoine parce qu'on ne veut pas qu'il se détériore. Exactement. Mais on ne va pas en faire un salarié ou des choses comme ça. Une chambre de représentation, une chambre de la chefferie traditionnelle, c'est une très bonne chose. Bon. Malheureusement, nos amis Gouroussi pourront être exclus parce que ça pourrait même susciter d'autres intentions. Voilà, il est chef, il profite des salaires, du salaire du gouvernement. Bon, voilà. Si on le bouscule un peu, on pourrait également prendre sa place. Exactement. Ça peut également entraîner d'autres choses. Voilà. Et donc, je propose au gouvernement aussi de hiérarchiser la chefferie pour que quand même, quand nous sommes assis à la chefferie, qu'un Yadra ou bien un Gouroussi ne vienne pas être devant nous. Voilà. Il faut qu'on fasse ça aussi, ça fait partie du patrimoine. Ça fait partie du patrimoine. Merci infiniment, Monsieur Gouba. Voilà, c'est ce qui fait la beauté de la parenté à plaisanterie. Monsieur Ouedraogo, vos recommandations. Il faut d'abord saluer en tout cas le courage et la vision de ce gouvernement et les encourager dans ce qu'ils font déjà et de continuer dans la lancée, elle est bonne. C'est ça. Maintenant, par rapport à l'évaluation, on l'a déjà dit, il faut associer les sociétés civiles, c'est-à-dire la population, quelques corporations, pour qu'ils aussi puissent donner leurs avis. Ça va les permettre d'avoir encore plus d'éléments de levier à bouger pour faire avancer les choses. Sinon, ce qui est déjà fait est vraiment fort appréciable, c'est très bien, et il faut continuer dans la même lancée. Maintenant, par rapport à la chefferie traditionnelle, il faut reconnaître que ce sont les dépositaires de nos valeurs ancestrales, et d'où part de notre consistance, de l'existence même de notre nation. Donc, la loi, elle est très bonne. Il faut encore, nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants, mais il faut encore l'habiller. Moi, je vais loin pour dire même que, comme on a dit de ne pas faire la politique, il y a des restrictions. Il faut voter une loi outrage à chef traditionnel pour les permettre de mener à bien leur mission de régulation, là où il faut dire la vérité, même si c'est cru, même si ça crève les yeux, il faut la dire, même si ça fait mal. Et là, ça va les permettre d'avoir des leviers, une certaine notoriété encore plus fort, de réglementer. Vous voyez, même le terrorisme là, les dérapages qu'on a eu dans ces trucs-là, il y a eu à un moment donné, à mon avis, un manque de fonctionnement à ce niveau-là. Cette institution n'a pas trop fonctionné. Mais si elle joue pleinement son rôle, ça permettra à l'État central d'évoluer facilement et, comme on appelle, et de dérouler facilement les projets de loi que l'État viendra à prendre pour le développement de la nation. Par exemple, je prends un exemple basique. Quand on dit l'État doit venir faire telle chose ici, surtout maintenant que la terre appartient à l'État. C'est ça. Mais si les chefs traditionnels ont tous ces pouvoirs-là, l'échange et les négociations deviendront plus faciles. Voilà, et la population va naturellement adhérer. Bravo au gouvernement. Merci. Et en tout cas,
paix et sécurité pour le Burkina Faso. Merci bien. Alors, Monsieur Congo, vos recommandations. On commence par l'évaluation. Oui, par l'évaluation, je crois qu'on a déjà dit beaucoup de choses dans le sens de son amélioration. De son amélioration. Donc, comme recommandation, je voudrais demander aux différents départements, dans la conception même, ou du moins dans le choix des points du contrat d'objectivité, si il peut faire l'effort pour prendre en compte les grandes priorités des citoyens. Surtout. Voilà. Parce que le problème de résultat en décalage avec la vérité, voilà, on peut trouver la solution à ce niveau. C'est cela. Voilà. Ce que les gens oublient, ce n'est pas, on ne peut pas prendre tous les problèmes du Burkina et les traduire dans un contrat d'objectivité annuel. C'est exactement. Voilà. Les gens croient que tous les problèmes... Non, on choisit. On choisit. Voilà, parce que l'année N1 viendra aussi. Voilà. Maintenant, quand on connaît la psychologie de son public aussi, voilà, on peut savoir qu'est-ce qu'on peut prendre comme point pour cette année ou bien pour ce trimestre pour que, au sortir des résultats là, il y ait moins de grincement dedans. C'est cela. Voilà. Et le deuxième point, c'est le projet de loi. Voilà, je demande à l'administration publique d'accompagner le processus par une grande campagne de communication et de sensibilisation. Nous, dans notre domaine, ça s'appelle la communication pour le changement de comportement. Parce que ce que les gens, ils sont assis sur des habitudes séculaires plutôt. Séculaires, oui. Voilà. Donc ce n'est pas en 5 ans, en 10 ans, pas même en 20 ans, que l'on peut obtenir un changement optimum qui soit. Et je profite pour féliciter un cas heureux qui s'est passé, je crois que dans les 2 dernières semaines, l'histoire de Bogandé. Je ne sais pas si vous avez vu ces informations-là sur le net, où des chefferies qui étaient en conflit depuis plus de 25 ans. Je crois que ça doit être la lignée de Lankwandé. Voilà. Et ces chefferies-là ont décidé d'enterrer la hache de guerre. Voilà. Voilà par exemple de bons exemples qui anticipent sur la mise en œuvre du projet qui va venir. Et je sais que le gouvernement aussi y est pour quelque chose. Parce qu'il a fallu qu'on secoue le cocotier à partir de Fada, voilà, pour que les changements commencent à s'opérer. Donc, merci pour... Merci infiniment. Sans oublier également qu'une chambre des rois et des chefs, véritablement, voilà, dans la perspective également, est à envisager aussi. Bon, comme on en avait parlé dans le débat et en recommandation. Voilà, en recommandation, voilà. Merci infiniment. Monsieur Savadogo, on a besoin également de vos recommandations. Bon, donc on commence d'abord par l'évaluation du contrat d'objectif des ministres. D'abord, comme on ne sait pas quels sont les objectifs, la liste des objectifs à atteindre par chaque ministère, on ne peut pas juger. Mais maintenant, ils se sont donné des taux. Moi, je ne vais pas aller sur la base des taux. La seule chose que je vais dire, tous les autres ministères m'ont donné satisfaction de manière globale, hein, parce que bon, c'est dans le vécu quotidien. Mais maintenant, moi, ce que je fais comme recommandation, c'est au ministre des Sports. Le ministre des Sports, ils ont donné, l'État burkinabé a donné 6 mois pour nous livrer notre stade. Donc moi, mes recommandations, je demande au ministre des Sports, chaque mois, de nous faire un état de l'avancement des travaux du stade de 4 août, en symbiose avec le ministre des Infrastructures et de l'Habitat, puisque c'est lui qui doit chapeauter l'œuvre, et l'ouvrage revient au ministère des Sports. Ensuite, le procès du stade du 4 août. On a vu des choses sorties, on nous a expliqué un peu comment ça s'est passé. Au moins vivement, et que ce procès se tienne, qu'on comprenne bien. Ensuite, maintenant, au niveau du ministère de la communication électronique, moi je demande qu'on revienne aux modalités d'offre des téléphonies mobiles posées par l'ARCEP depuis 2023. Quand vous voyez les recommandations là, mais c'est dans le bien des consommateurs. Et puis les téléphones mobiles ne perdent même pas en argent. En fait, c'est des questions de bonus
qui, au lieu de se périmer dans une semaine, se périment dans un mois. Bon, de toute façon, et puis, bon, vraiment, moi je me dis que, parce que les deux ministères qui doivent faire des efforts par rapport à certains points. Merci. Maintenant, pour les chefferies, pour la chefferie coutumière, je dis que je parle sous le contrôle des 3 co-débatteurs qui sont de sang royal. Je peux peut-être me tromper. Effectivement, comme l'a dit le professeur, il faut un cadre. Il faut que l'État institutionnalise, qu'il crée un cadre et administratif et au niveau de l'État qui va chapeauter tout ça, les organiser. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Les chefs coutumiers ont leur propre organisation. C'est exactement comme l'armée. Vous avez du général jusqu'à celui qui est en bas. C'est structuré, ce n'est pas désordonné. Mais maintenant, je parle toujours sous le contrôle des 3 là. Si les chefs coutumiers décident de se recenser, on peut en trouver 100 000. Mais tous les 100 000 chefs là, même dans les petits chefs de quartier, les chefs de village et tout là, ils sont chapeautés par les 5 grands rois du Burkina. Maintenant, si moi je suis chef, par exemple, si M. Congo est chef, il me donne un bonnet de chef, vous aussi, M. Pafarnam, bonnet de chef, dans votre quartier. Vous relevez de lui, mais lui relève de... Ainsi de suite, ça veut dire que... Il y a tellement de ramifications. De ramifications. Maintenant, si l'État doit donner même 1000 francs à chaque chef, parce qu'il va... Je peux vous dire, il va le 100 000. C'est beaucoup. Dans chaque quartier, vous pouvez voir au moins 10 chefs, ou 15 ou 20, et dans tous les villages. Merci. Coiffés par d'autres chefs. Mais maintenant, c'est par ordre d'importance qu'on compte. C'est cela. Donc si on dit, bon, on va rémunérer les chefs, alors qu'ils valent 100 000, 200 000, on va faire comment? C'est cela. Voilà. Merci infiniment. Voilà. Alors, comme nous l'avons souligné sur ce plateau également, voilà, il y a un préalable avant véritablement l'adoption de ce projet de loi. Merci infiniment pour vos différentes contributions. Merci, M. Savadogo Daouda. Merci d'être passé. M. Congo, merci également d'être passé sur le plateau de cette Afrique. M. Odraogo Yakuba, merci infiniment pour votre contribution. M. Gouba, voilà, nous l'avons souhaité. Nous sommes sûrs qu'un jour, nous aurons également, on va dire, un enseignement sur le changement social. Parce qu'il y a tellement de dynamique véritablement dans la société africaine de nos jours. Merci. Vous l'aurez remarqué, le sujet sur les assises nationales au Niger. Voilà, nous allons pouvoir traiter le sujet la semaine prochaine. Et un rappel, ces assises ont débuté hier, samedi 15, et vont se dérouler jusqu'au 19 février prochain. D'ici là, nous pourrons véritablement traiter ce sujet avec les conclusions qui sortiront de cette assise. Merci de nous avoir suivis. C'est là que nous mettons un point final à ce numéro de Cette Afrique. Et retenez ceci, il n'est jamais tard pour bien faire. Plusieurs pays sont dans une nouvelle dynamique. Voilà, une nouvelle dynamique qui a été entamée par plusieurs autres pays qui sont très avancés. Mais il n'est jamais tard pour bien faire. Le Burkina Faso entame également une dynamique également au niveau des chefs et rois ici au Burkina Faso. Nous souhaitons véritablement que toutes les implications puissent être véritablement touchées pour que ce projet de loi puisse véritablement être une réalité et surtout constitutionnalisé pour qu'il soit véritablement utilisé dans la durabilité. Merci infiniment. Nous nous retrouvons dimanche prochain pour d'autres sujets plus intéressants avec encore nos différents chroniqueurs. Merci et à dimanche prochain.